c'est le nom le plus mythique de l'automobile. Derrière le cheval noir cabré se cache un homme. Parti de rien, il s'est construit dans une Italie en guerre. Adolescent orphelin, il était destiné à devenir ingénieur, mais a dû abandonner ses études. Il voulait survivre, il finira par bâtir un empire qu'il perdra et reconstruira 4 fois. Son nom, c'est Enzo Ferrari. Ce pilote mécanicien est devenu le fondateur de l'écurie la plus emblématique du siècle, la Scuderia Ferrari. Surnommé le commandant, il triomphe sur les plus grandes courses de la planète. Sur son chemin, il écrasera les plus grands. Alfa Romeo, Mercedes, Ford, Lamborghini. Visionnaire, stratège, impitoyable. Certains disent qu'il était prêt à sacrifier ses pilotes, d'autres qu'il était tout simplement prêt à tout. Alors comment un enfant italien parti de rien a-t-il bâti la marque de voiture de sport la plus légendaire de notre histoire? Est-ce dû à sa compréhension des moteurs, à son management impitoyable, à son ambition dévorante? Laissez-moi vous conter l'histoire de Ferrari. La macchina da corsa per me è come un figlio. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. Finari, c'est une chaîne YouTube sur laquelle on vous aide à prendre le contrôle de vos finances et à développer votre patrimoine. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, il y a 75% de chances que vous ne soyez pas abonné à la chaîne. L'abonnement, ça me motive et ça motive toute l'équipe à produire encore plus de vidéos afin de vous aider à mieux gérer votre patrimoine. Alors je compte sur vous pour cliquer sur le bouton et activer la cloche. Finari, c'est aussi une application que j'ai créée pour vous aider à mieux gérer votre argent. Vous pouvez suivre tous vos placements au même endroit, compte bancaire, PEA, assurance vie, immobilier et même vos cryptos afin d'avoir une vision centralisée de votre argent. L'application Finari va aussi scanner votre patrimoine et détecter les frais cachés, les abonnements inutilisés et vous faire des suggestions afin d'améliorer votre stratégie. Enfin, vous pourrez aussi gérer votre budget et investir directement via l'application. Alors si vous voulez passer à l'action, inscrivez-vous sur finari.com ou téléchargez l'application dès maintenant. Enzo Ferrari naît en 1898 dans la ville de Modène, en Italie. À cette époque, l'automobile en est encore à ses débuts. C'est avant tout une curiosité pour les riches, un luxe inaccessible pour le commun des mortels. Les routes sont faites pour les charrettes. Voir une voiture, cela reste un événement. Pourtant, Alfredo Ferrari, son père, est mécanicien. Très vite, le jeune Enzo est plongé dans la mécanique, mais à contre-cœur. Ce métier l'ennuie profondément. Son père voudrait faire de son fils un ingénieur. Qu'il suive des études, obtienne un diplôme et prenne un jour sa relève. Mais comme beaucoup d'adolescents, Enzo déteste l'école. Il préfère l'écriture, la musique, le sport. Il rêve de devenir journaliste sportif ou même chanteur d'opéra. Il commence même à écrire pour une gazette locale contre l'avis de son père. La vie d'Enzo est alors on ne peut plus banal. Il faudra attendre l'année 1916 pour que tout bascule. La grippe espagnole frappe alors durement l'Italie. Elle emporte le père d'Enzo. Le choc est immense. À peine quelques mois plus tard, c'est au tour du frère aîné d'Enzo de décéder. Du jour au lendemain, la famille Ferrari se retrouve en difficulté critique. Enzo perd le luxe de rêver d'opéra ou de journalisme. Il doit abandonner l'école et la gazette pour trouver au plus vite un travail. Coup de bol pour Enzo, la Première Guerre mondiale fait rage. À 18 ans, Enzo ferre les mules de l'armée italienne. C'est ainsi qu'il subviendra aux besoins de sa famille. Ironie tragique du destin, après avoir survécu à 2 ans de guerre, fin prêt à rentrer chez lui, il contracte lui-même la grippe espagnole. Enzo souffre, mais reste néanmoins en vie par un quasi-miracle. Mais il n'a plus rien, plus de père, plus de frère, plus d'avenir tout tracé. Pour survivre, il est de nouveau forcé de s'adonner à une besogne simple et ennuyeuse, livreur. Heureusement, la nature curieuse d'Enzo prend le dessus. Elle le pousse à vouloir mieux comprendre son engin de travail. Contre toute attente, il se prend de passion pour le domaine qu'il avait renié enfant, le métier de son père, la mécanique. La prochaine étape pour lui, rejoindre un atelier. Là-bas, il pourrait parfaire ses connaissances et aussi être un peu plus stimulé intellectuellement. En plus de son talent pour la mécanique, Enzo s'éprend pour la conduite. Petit à petit, sa vision devient de plus en plus claire. Enzo sera le meilleur automobiliste du monde, que ce soit en mécanique comme en pilotage. En 1919, il parvient à décrocher un poste chez un petit constructeur italien. Il commence bien sûr comme simple mécanicien, mais Enzo a déjà les yeux rivés sur le volant. Après 2 ans de patience, on lui donne enfin sa chance. Il participe à sa toute première course et termine 9e. Ce n'est pas glorieux, mais c'est un début. C'est en tout cas suffisant pour attirer l'attention d'un grand nom de l'industrie italienne, Alfa Romeo. À 22 ans, Enzo se fait remarquer par Alfa Romeo et les rejoint comme pilote d'essai. À l'époque, Alfa Romeo domine les courses les plus prestigieuses et attire
tous les meilleurs pilotes. Enzo vit un rêve éveillé. À peine un an plus tard, il passe de pilote d'essai à pilote officiel. Néanmoins, malgré son talent de pilote, un constat s'impose, Enzo n'est pas un prodige. Son talent, il va le découvrir ailleurs, dans l'organisation, la gestion de l'équipe et la passion de son père, la mécanique. Il comprend les voitures mieux que personne et sait comment tirer le meilleur de ses coéquipiers. Après l'avoir fait évoluer pendant 4 ans en tant que pilote, les dirigeants d'Alfa Romeo veulent développer les véritables talents d'Enzo en dehors du circuit. À 26 ans, Enzo gère le département course. Il ne se contente plus de piloter, il recrute et forme maintenant les meilleurs. Et il commence même à influencer le développement des voitures. Il court encore occasionnellement et totalise 12 victoires pour Alfa Romeo. Tout semble enfin se passer parfaitement pour Enzo Ferrari, jusqu'à ce qu'un événement vienne à nouveau bouleverser sa vie. La naissance de son fils, Dino. Enzo est fou de joie. Il prend alors une décision irrévocable, sa carrière de pilote est terminée. À cette époque, beaucoup de pilotes ne survivent pas aux courses. Le pire cauchemar d'Enzo est que son fils ait à vivre le même calvaire que lui. Dorénavant, ce sera uniquement dans son rôle de directeur de course qu'il excellera et il ne déçoit pas. Sous sa direction, Alfa Romeo enchaîne les victoires sur les circuits. Mais Enzo pense déjà à l'après. Il veut avoir sa propre écurie, laisser son empreinte, marquer les esprits. Il sait qu'il a les arguments pour y parvenir. Il décide donc de négocier avec Alfa Romeo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque, les constructeurs ne gèrent pas directement les courses. Ils fournissent des voitures à des écuries qui se chargent d'une part du recrutement des pilotes et d'autre part des compétitions. Enzo veut faire courir les voitures Alfa Romeo sous le nom de Ferrari. En 1929, après des mois de négociations acharnées, il obtient enfin ce qu'il veut. C'est ainsi que naît la Scuderia Ferrari, l'écurie Ferrari. Pour Enzo, le rêve éveillé continue. En plus de ses talents de pilote et de mécanicien que je vous ai déjà présentés, il a également un talent intuitif pour la communication. Il sait qu'une identité forte est aussi importante qu'un moteur puissant pour sa Scuderia. Il cherche un symbole, un emblème qui marquera l'histoire. Et soudain, il se rappelle d'un moment précis de son passé quand il était encore pilote. Après l'une de ses courses, la comtesse Paolina Baracca était venue le voir. Elle lui avait tendu un porte-clés en lui disant « Portalo fortuna », cela te portera chance. Sur ce porte-bonheur figurait l'emblème de son fils, Francesco Baracca, un as de l'aviation italienne tombé au combat. Son symbole, un cheval cabré noir qu'il affichait fièrement sur le fuselage de son avion. Enzo repense à ce moment et comprend qu'il vient de trouver son identité de marque. Il adopte ce cheval cabré pour sa Scuderia. Il y ajoute un fond jaune en hommage à Modène, sa ville natale. C'est ainsi que naît l'un des logos les plus mythiques de tous les temps. Très vite, la Scuderia Ferrari s'impose comme la plus grande écurie italienne. Elle attire les meilleurs talents, que ce soit des pilotes ou des ingénieurs. Elle rivalise avec des géants comme Bugatti, Maserati et même l'allemand Mercedes. Mais cet essor fulgurant inquiète Alfa Romeo. Si Enzo devient trop puissant, il n'aura plus besoin d'eux. En 1937, il décide donc de couper l'herbe sous le pied d'Enzo et reprennent le contrôle. La Scuderia Ferrari est réintégrée dans Alfa Romeo. Enzo n'a pas son mot à dire, mais il est loin d'avoir dit son dernier mot. En 1939, après 20 ans passés à bâtir sa réputation, Enzo Ferrari claque la porte d'Alfa Romeo. Il le sait, ce départ a un coût. Il perd son écurie, son équipe et pire encore, il n'a pas le droit d'utiliser son propre nom en compétition pendant 4 ans. C'est un coup terrible, mais Enzo refuse de disparaître. Il n'est maintenant animé que par une obsession, prouver à Alfa Romeo qu'ils ont fait une erreur monumentale. Enzo ne veut plus jamais dépendre de personne. Ferrari sera maintenant une écurie qui construira ses propres voitures. En attendant de pouvoir utiliser son nom, il fonde l'Auto Avio Costruzioni, une entreprise temporaire qui lui permettra de poser les fondations de son empire. Tout ce qu'il a à faire maintenant, c'est d'attendre 4 longues années. Dès que son nom lui appartiendra à nouveau, il pourra enfin écrire sa légende. Mais vous commencez à le comprendre, comme toujours dans la vie d'Enzo, rien ne va se passer comme prévu. Alors qu'il s'apprête à dévoiler son tout premier modèle en 1940, l'Italie de Mussolini entre en guerre. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata ai viaggiatori di Gran Bretagna e di Francia.
Tout s'arrête. Les circuits ferment, les usines deviennent des cibles militaires, la course automobile disparaît. Enzo doit encore une fois lutter pour sa survie. Mais il s'adapte et obtient un contrat pour produire des équipements militaires. La guerre lui laisse cependant aucun répit. En 1943, son usine est bombardée. Il doit tout recommencer. Cette fois, il choisit de monter son usine dans un petit village plus éloigné des zones stratégiques. Enzo en est persuadé, ce lieu sera plus sûr. Mais c'est une grave erreur. En 1944, son usine est de nouveau bombardée, 2 fois en moins d'1 an. Son rêve semble s'effondrer sous les bombes. En 1945, la guerre prend fin. L'ancienne Italie fasciste de Mussolini fait partie des perdants. Elle est en ruine. L'économie est exsangue, les usines sont détruites et les circuits de course sont un lointain souvenir. Personne ne pense aux voitures de sport. Mais Enzo, lui, sait que les courses reviendront. Il décide de s'y préparer avant tout le monde. Et puis, il a enfin récupéré les droits sur son nom et il compte bien s'en servir. En 1947, Enzo dévoile la 125S, la toute première voiture 100% Ferrari. Conçue principalement pour la compétition, elle était destinée aux pilotes professionnels plutôt qu'au grand public. Enzo fait un pari fort et l'équipe d'un moteur V12. Pour lui, ce moteur, c'est l'avenir. La solution pour allier puissance, légèreté et équilibre. Le 25 mai, la Ferrari 125S s'élance sur le circuit des Termes di Caracalla à Rome. Une première course, un premier test. Ferrari remporte le Grand Prix de Rome. Une victoire historique qui cimente en Enzo le rêve d'une domination mondiale. Mais pour prendre le contrôle de la course automobile, il aura besoin de construire un moteur encore plus puissant. Le moteur qui propulsera Ferrari sur la scène internationale, c'est le V12 3,3 litres, un colosse qui stupéfie le monde. Grâce à cette arme, Ferrari peut s'attaquer aux plus grandes courses. En 1948, le pilote Ferrari Clemente Biondetti remporte la prestigieuse Mille Miglia au volant d'une Ferrari. Cette course mythique reliait Brescia à Rome. C'était l'une des plus prestigieuses épreuves d'endurance avant son arrêt à cause d'un terrible accident. Le rallye des 1000 miles et la course historique Mille Miglia Storica lui succèdent depuis. L'année suivante, c'est aux 24 heures du Mans que l'écurie s'impose avec la Ferrari 166 MM. Ces triomphes confèrent à Ferrari une aura et un statut d'élite. Mais dominer la course est une affaire coûteuse. Développer des voitures toujours plus rapides, recruter les meilleurs pilotes, investir dans l'innovation, tout cela a un prix. Le modèle économique de Ferrari est fragile. Il repose entièrement sur les primes de victoire, un système incertain où la moindre défaite peut tout remettre en question. Les finances sont précaires et Enzo doit trouver un moyen de pérenniser son empire. Heureusement pour lui, le succès en course a un effet inattendu. Tout le monde veut posséder sa propre Ferrari. Les élites, les stars, les têtes couronnées, il suffirait à Enzo de leur vendre des voitures de route et son écurie serait à l'abri pour des décennies. Mais Enzo refuse. Pour lui, une Ferrari ne doit pas être un simple objet de luxe. Il ne supporte pas l'idée de voir des célébrités exhiber une Ferrari comme un vulgaire accessoire juste afin de briller devant un casino. Malheureusement, la réalité économique le rattrape. S'il veut continuer à dominer la course, il doit trouver des financements et vite. À contre-cœur, il accepte de produire la 166 Inter, une version routière très haut de gamme de la 166 MM. Cette production était limitée à 38 exemplaires et elle rencontre un immense succès. Son prix était exorbitant pour l'époque, 12 000 $, soit l'équivalent de 150 000 $ aujourd'hui. Ferrari devient un symbole de prestige et grâce à ses ventes, la Scuderia assure son avenir en compétition. En 1950, une discipline avant-gardiste et peu commode voit le jour, la Formule 1. Enzo voit cette nouvelle compétition d'un mauvais œil à cause des normes qu'elle impose. Mais rapidement, il change d'avis. Alfa Romeo domine le championnat et Enzo ne peut pas laisser faire cela. Il doit encore une fois prouver que le meilleur constructeur du monde, c'est lui. Et il ne se fera pas attendre. En 1951, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Ferrari remporte sa toute première victoire en Formule 1 contre Alfa Romeo. Enzo déclame alors une phrase qui restera gravée dans les annales « Aujourd'hui, j'ai tué ma mère ». Pour une fois dans la vie d'Enzo, les affaires vont bien et il est épanoui. Son objectif, c'est d'assurer sa succession. Dino Ferrari, son fils, est son héritier désigné. C'est un brillant ingénieur, comme l'avait voulu le père d'Enzo. Un vrai passionné de l'innovation mécanique. L'avenir de Ferrari. Mais on découvre à Dino une maladie génétique extrêmement rare. Gravement affaibli, Dino continue de travailler depuis son lit, dictant ses idées aux ingénieurs. Mais petit à petit, sa santé s'empire. Enzo assiste impuissant au déclin de son fils. En 1956, Dino s'éteint.
Enzo est brisé, il ne s'en remettra jamais. Il commence alors à porter ses célèbres lunettes noires en permanence pour masquer sa douleur. Et le destin ne lui laisse aucun répit. En 1957, c'est un autre drame qui frappe Ferrari. Lors du Mille Miglia, Alfonso de Portago roule à très haute vitesse au volant d'une Ferrari 335S lorsqu'un pneu éclate à 250 km/h. La voiture quitte la route et percute la foule, causant la mort de 11 personnes, dont 5 enfants. L'Italie est sous le choc. Enzo est mis en cause. Il est poursuivi en justice, accusé d'avoir engagé des voitures trop puissantes, d'avoir pris des risques inconsidérés, de faire passer la victoire avant la sécurité. L'affaire va traîner pendant des années avant qu'Enzo ne soit finalement acquitté, mais l'image du commandant en sort ébranlée. C'est un Enzo moralement et psychologiquement affaibli qui devrait faire face au plus grand défi de sa vie, une menace insipide tout droit venue des États-Unis. Nous sommes dans les années 60. De l'autre côté de la Manche, le légendaire Ford se fait vieux. The finest Fords of a lifetime. Son image est dépassée. Henry Ford II, le petit-fils du fondateur, veut redonner du prestige à la marque. L'Amérique sait fabriquer des voitures puissantes, mais elle ne brille qu'en ligne droite. Les circuits européens, avec leurs virages et leurs stratégies, restent un mystère. La solution paraît évidente, racheter Ferrari. Injecter des millions, récupérer un savoir-faire et dominer la course automobile mondiale. En face, Ferrari est dans une situation fragile. Malgré la vente de voitures, son modèle économique repose encore beaucoup sur les victoires en course. Avec un Enzo mal en point et une domination sportive contestée, les finances sont de nouveau précaires. Pour Enzo, un rachat par Ford serait une opportunité. Il pourrait gérer son écurie et laisser Ford s'occuper de la vente de voitures qui lui a toujours déplu. Ce n'est que le jour de la signature du contrat qu'il découvre une clause cachée. Si Ford rachète Ferrari, elle prend aussi le contrôle total de la Scuderia. Pour Enzo, c'est une trahison. La course, c'est lui, c'est son père, c'est son fils, c'est son âme. Furieux, Enzo explose. Il déchire le contrat, insulte les représentants de Ford et les met à la porte. Henry Ford II, humilié, jure de se venger. Il se met en tête de détruire Ferrari à domicile et se donne les moyens de ses ambitions. Ford investit des millions et recrute les meilleurs ingénieurs pour créer la voiture capable d'écraser Ferrari. C'est ainsi que naît la fameuse Ford GT40. Ferrari est un colosse et la GT40 se heurtera à des échecs en 1964, en 65 et en 66. Mais à force d'acharnement, en 67, c'est la consécration pour Ford et la débâcle pour Ferrari. Arrogant et trop sûr de lui, Enzo n'a pas vu venir ce revers de fortune. C'est une humiliation. Ford continue sa domination jusqu'en 1969. Ferrari est vaincu en endurance. Le modèle économique d'Enzo est encore plus remis en question. Dos au mur, il doit alors prendre une décision radicale. La bataille perdue contre Ford laisse Ferrari au bord du gouffre. Les coûts explosent, la concurrence s'intensifie. Porsche et Lamborghini rattrapent leur retard. Enzo refuse catégoriquement de vendre à Ford, mais il sait qu'il doit trouver une solution. Le 18 juin 1969, il décide de céder 50% des parts à Fiat. Il est conclu aussi qu'ils monteront à 90% à la mort d'Enzo. Les 10% restants iront à Piero, le seul autre fils d'Enzo qu'il a eu avec une maîtresse. À l'époque, Fiat est un géant industriel, le plus grand constructeur automobile italien. Enzo choisit Fiat car il parle la même langue. C'est important pour lui que Ferrari reste italien. Fiat s'occupera de la production de voitures à la vente et Enzo reste le maître absolu de la Scuderia. Grâce à ce soutien financier, Ferrari revient en force en Formule 1. En 1965, le pilote autrichien Niki Lauda décroche un titre mondial et place Ferrari au sommet. Mais la descente arrive plus vite que prévu. En 1976, lors du Grand Prix du Nürburgring, le champion du monde est victime d'un accident terrible. Sa voiture s'embrase et il en sort grièvement brûlé. Personne ne parie sur un retour de Lauda sur les circuits. Pourtant, seulement 42 jours plus tard, il est de retour en piste au volant de sa Ferrari. Une résilience hors du commun. En 1977, il prend sa revanche et Ferrari remporte un autre titre mondial. Cependant, en coulisses, l'influence de Fiat grandit. Des moteurs V8 sont introduits. Enzo, qui ne jurait alors que par les V12, est contraint d'accepter. Fiat veut aller encore plus loin et tente d'imposer des V6 dans certaines Ferrari. Enzo fulmine et refuse catégoriquement. Pourtant, les ventes
explose et la marque devient le symbole du luxe automobile. Ferrari vend de plus en plus, mais en même temps perd peu à peu son exclusivité. Toujours pour des raisons de rentabilité, certaines pièces Fiat commencent à apparaître dans les intérieurs des Ferrari. Les puristes sont sous le choc. À la fin des années 70, Ferrari perd de nouveau du terrain en Formule 1. Les nouvelles technologies échappent à la Scuderia. McLaren, Williams et Renault dominent les années 80, imposant des nouvelles normes d'aérodynamisme et de puissance. En 1982, un nouveau drame frappe Ferrari de plein fouet. Gilles Villeneuve, véritable symbole du panache et du courage chez Ferrari, meurt lors des qualifications du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Zolder. Avant sa disparition, le Canadien était pressenti pour devenir l'un des plus grands pilotes automobiles de l'histoire. Bien qu'il n'ait jamais remporté de titre mondial, son talent, son agressivité en piste et son esprit combatif lui valent encore aujourd'hui d'être considéré comme une légende absolue du sport automobile. Enzo est vieillissant et fatigué. Il laisse de côté la course. Pour la première fois, il décide de superviser personnellement les derniers grands modèles des voitures de route. Ce sera son héritage, des modèles qui lui survivront. Enzo transforme l'énergie qui lui reste en voiture mythique. La 365 GTB Daytona, destinée à rivaliser avec la Lamborghini Miura. La Testarossa avec son V12 à plat qui devient l'icône des années 80. Et à l'âge de 89 ans, Enzo délivre son ultime chef-d'œuvre, la F40. Conçue pour célébrer les 40 ans de Ferrari, c'est une voiture directement issue de la compétition. Châssis en carbone, intérieur renforcé en Kevlar, pneus arrière extra larges, aérodynamisme affûté, moteur V8 biturbo. À cette époque, c'est tout simplement la voiture la plus performante du monde, une véritable bête de course homologuée pour la route. Seulement un an plus tard, le 14 août 1988, Enzo s'éteint chez lui à Modène, dans sa ville natale. 3 semaines plus tard, comme si le destin avait voulu lui rendre un dernier hommage, Ferrari remporte une victoire légendaire au Grand Prix d'Italie à Monza. Une scène poignante. Les tribunes exultent. À travers les caméras, on voit les larmes couler sur les joues. Les tifosi pleurent la perte d'un géant italien. Lorsqu'Enzo Ferrari disparaît en 1988, certains pensent que c'est la fin d'une époque. Pourtant, l'effet est tout autre. Sa mort déclenche un véritable engouement. Ferrari devient plus mythique que jamais. Les spéculations autour des modèles explosent. Tout le monde veut sa Ferrari. Les prix montent en flèche et alimentent un phénomène inédit. Une bulle spéculative de la voiture de collection. Mais comme toute bulle, elle doit finir par exploser. Au début des années 90, Ferrari plonge de nouveau dans l'incertitude. Sur les circuits, la Scuderia peine à se démarquer malgré des véhicules d'élite. McLaren et Williams dominent la Formule 1 avec Ayrton Senna et Alain Prost. Ferrari comprend que pour redevenir champion, il lui faudra un pilote d'exception. Déjà double champion du monde avec Benetton, Michael Schumacher est le maillon manquant de la nouvelle équipe Ferrari. Les premières années sont frustrantes. En 1997, Schumacher touche presque du doigt son titre, mais il est finalement battu par Jacques Villeneuve, le fils du mythique Gilles Villeneuve. Ce dernier réalise avec Williams le rêve que son père n'a jamais pu accomplir avec Ferrari. Un symbole fort, mais une immense déception pour la Scuderia. En 1998, Schumacher échoue de nouveau, mais l'équipe ne se décourage pas. Elle continue de progresser à chaque saison. De son côté, Fiat pivote sa stratégie pour rendre les Ferrari plus compétitives et fiables. À force d'amélioration incrémentale, en 1999, Ferrari remporte son premier championnat constructeur en 15 ans. La fusée est lancée. L'année 2000 est historique. Schumacher remporte le titre mondial avec Ferrari, une première en plus de 20 ans. Ferrari est de nouveau au firmament du sport automobile. De l'année 2000 à 2004, sa domination est totale. 5 titres consécutifs pour Schumacher au volant de sa machine quasi parfaite. La F2002 et la F2004 sont tout simplement imbattables. 16 victoires en 17 courses en 2002, un record absolu. Mais en 2005, un changement de réglementation bouleverse la hiérarchie en Formule 1. Ferrari perd du terrain et Schumacher, malgré son talent, voit son règne vaciller. En 2006, après un ultime duel avec Alonso, il s'incline et annonce son départ. Une page se tourne pour Ferrari. L'après Schumacher est incertain. En 2007, Kimi Räikkönen est recruté. Contre toute attente, il décroche le titre mondial
Dès sa première saison, l'écurie Ferrari prouve qu'elle peut encore gagner, mais la menace grandit. McLaren, Red Bull et Mercedes deviennent des adversaires redoutables. Comme souvent dans l'histoire de Ferrari, la Scuderia entre dans une période trouble. Pendant 3 ans, Red Bull domine le championnat. Puis c'est au tour de Mercedes et son pilote star, Lewis Hamilton, d'écraser la compétition sans partage pendant 4 ans. Lewis Hamilton brilliantly wins the Chinese Grand Prix. Ferrari, laissé sur le banc de touche, ne retrouvera jamais sa suprématie des années Schumacher. Depuis 2021, elle tente de renouer avec son glorieux passé. L'écurie mise sur une nouvelle génération de pilotes avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. En 2025, la Scuderia a frappé un énorme coup en nommant Lewis Hamilton le septuple champion du monde aux côtés de Charles Leclerc. L'objectif est clair, ramener Ferrari au sommet et décrocher un titre mondial d'ici 2025. Lors du premier Grand Prix de la saison en Australie, Leclerc a terminé 8e et Hamilton seulement 10e. Les débuts sont difficiles, mais l'écurie est loin d'en être à son premier tour de piste. Elle a montré encore et encore qu'elle était la plus dangereuse quand personne ne l'attendait. Côté finance, en 2015, Fiat, qui est devenu entre-temps Fiat Chrysler Automobile, FCA, décide d'introduire Ferrari en bourse. L'objectif, lever des fonds pour financer son développement, mais surtout faire de Ferrari une entreprise totalement indépendante. Derrière cette manœuvre, on retrouve la famille Agnelli, qui contrôle Fiat depuis plus d'un siècle et détient encore une part significative de Ferrari via Exor, leur holding familial. De nos jours, c'est John Elkann, le petit-fils de Gianni Agnelli, qui continue de diriger Ferrari en tant que président. Héritier d'un immense empire industriel, Elkann est connu pour son rôle dans la transformation du groupe, notamment avec la fusion entre Fiat Chrysler et PSA, qui donnera naissance à Stellantis. Cette séparation permet aussi d'éloigner Ferrari des constructeurs généralistes comme Fiat ou Jeep et de renforcer son image de marque exclusive. Ferrari est alors coté au New York Stock Exchange sous le magnifique symbole RACE. Dès son introduction, l'action Ferrari explose et dépasse toutes les attentes avec une performance moyenne de 25% par an. En 2023, la marque a réalisé près de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 17% et enregistré un bénéfice net record de plus de 1 milliard d'euros, soit une augmentation de 34%. Le modèle économique de Ferrari repose sur l'exclusivité. Produire peu, vendre cher et surtout cultiver la rareté. En guise de comparaison, Porsche a produit plus de 300 000 voitures en 2024, tandis que Ferrari s'est contenté de 15 000 exemplaires. Et ça se voit dans la valorisation. Porsche vaut 50 milliards d'euros alors que Ferrari dépasse les 70 milliards. D'ailleurs, pour renforcer encore plus son exclusivité, Ferrari a durci ses règles d'achat. Il ne suffit plus d'avoir de l'argent pour posséder une Ferrari. Il faut patienter entre 3 et 5 ans pour certains modèles et toute revente trop rapide est interdite sous peine d'être bannie des futures allocations. D'ailleurs, toutes les Ferrari sont encore fabriquées à Maranello, le petit village de quelques milliers d'habitants où l'usine historique montée par Enzo subsiste. La production est assurée par le vice-président qui est nul autre que Piero Ferrari, le fils anciennement illégitime d'Enzo. Il a bien grandi depuis et a fait ses preuves en tant que brillant ingénieur. Piero marche dans les pas de son père et de son grand-père. Il a fait du simple atelier de mécanique où étaient construites les premières Ferrari un site de haute technologie. Il s'étend sur plusieurs centaines d'hectares et mélange artisanat et robotique de pointe. Toute la ville de Maranello est entièrement dédiée à Ferrari et plus de la moitié des habitants travaillent directement ou indirectement pour la marque. La dernière bataille en date de Ferrari est une guerre de réglementation. L'Europe a voté l'interdiction des voitures thermiques neuves d'ici 2035. C'est un défi immense pour l'entreprise dont l'identité repose sur le rugissement de ses moteurs. Mais la marque s'adapte. SF90 Stradale, 296 GTB, 1 V6 hybride. Et peu de temps après la publication de cette vidéo, Ferrari dévoilera sa première voiture 100% électrique. Pour préserver son ADN, la marque explore plusieurs solutions. Elle veut notamment recréer écologiquement une expérience sonore unique grâce au carburant synthétique. Dans ce contexte, les prix des modèles historiques et évidemment à essence flambent sur le marché de collection. La Ferrari 250 GTO était par exemple vendue 18 000 $ dans les années 60, soit environ 190 000 $ au cours actuel. Elle a récemment battu un record aux enchères avec une vente à 51,7 millions $. Mais pourquoi un tel prix ? Seuls 36 exemplaires ont été produits, ce qui en fait l'un des modèles les plus rares et convoités de l'histoire.
Les modèles les plus récents explosent aussi en valeur. La Ferrari F40, la dernière voiture supervisée par Enzo Ferrari avant sa mort, se négociait autour des 400 000 francs, soit 120 000 € à sa sortie en 87. Aujourd'hui, sa cote dépasse les 2,5 millions d'euros. Ferrari a réussi un tour de force. C'est l'un des seuls constructeurs où c'est après la sortie du concessionnaire que la voiture coûte plus cher. Même si ce n'est pas l'idée ni l'envie originale d'Enzo, il n'y a aucun doute qu'il serait fier de voir ce qu'est devenu sa Scuderia, l'œuvre de sa vie. C'est l'une des Ferrari les plus rapides de l'histoire, parmi les Ferrari de série, si ce n'est la plus rapide. Une Ferrari 512 TR, je pense que je m'en achèterai une un jour. Aujourd'hui, une belle, ça coûte. C'est une cote qui va monter. Ferrari, d'ici 4-5 ans, ne proposera plus de moteurs non électrifiés. On pense souvent, quand on parle d'investissement automobile, à des voitures qui ont des tarifs exorbitants. Et en fait, tu peux déjà commencer à collectionner, à investir dans des voitures à petit prix. La 2 chevaux, c'est un bon exemple. Une Ferrari, maintenant, peut potentiellement, d'ici 5, 6, 7 ans, avoir une valeur qui va prendre 50%, peut-être doubler.